Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous. Après une pause sanitaire de quelques mois, l'émission Si on parlait de retour cette semaine. On espère que la crise sanitaire est derrière nous et qu'on pourra la poursuivre encore longtemps. En tout cas, cette semaine, on s'est associé à la Biennale des villes en transition organisée par la ville de Grenoble qui aura lieu du 1er au 4 avril et dont les temps forts seront diffusés sur notre antenne chaque soir. C'est un événement qui va mettre en avant les transitions environnementales, sociales, économiques ou démocratiques qui permettent d'imaginer un futur un peu plus éco-responsable. Aujourd'hui, on sait que ces transitions sont indispensables pour l'avenir de la planète et de nos sociétés. Et alors que les gouvernements ont parfois du mal à passer à l'action, ce sont souvent les citoyens qui montrent l'exemple. Et on va mettre en avant des initiatives locales avec nos invités, des initiatives qui vont évidemment dans le bon sens. À mes côtés, Annelise Nézot, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère. À côté de vous, Quentin Topin, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant, organisateur de la COP2, une COP étudiante qui aura lieu à Grenoble les 10 et 11 avril prochains. Et puis Thibaut Collomb est avec nous également, bonjour. Bonjour. Alors Thibaut avec un D, moi c'est avec un LT, mais on est quand même homonyme. Thibaut, vous travaillez pour l'association 1000 pouces, qui est une association grenobloise. C'est ça. Pionnière en France, on peut le dire, qui a développé la culture de micro-pousses en milieu urbain. Pionnière en France, je pense, c'est un petit peu. Ouais, mais tu sais, on est chauvin. Un petit peu égocentrique, mais. Non, il y a eu des précurseurs, par exemple à Dijon, des choses comme ça, dont on s'est inspiré d'ailleurs. Isabelle, qui a créé l'association il y a 2 ans, s'est inspirée pour créer l'association à Grenoble. Alors, les micro-pousses, ça parle peut-être pas à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi on parle ? Alors, les micro-pousses, c'est en fait les grandes sœurs des graines germées. C'est le stade juste après. C'est entre la graine germée et le plant. C'est une graine qui a à peu près entre 1 et 3 semaines d'existence et qui développe à fond son potentiel pour pousser par la suite. Et donc, c'est à ce moment-là où la plante est très riche en nutriments, à peu près 40 fois plus à quantité égale que sur une plante mature. Et elle est très forte en goût. Elle donne tout ce qu'elle a pour pouvoir ensuite grandir et se développer. On les voit en image, là, ces micro-pousses. Est-ce qu'on peut dire que c'est des bébés plantes, finalement ? C'est exactement ça. C'est des bébés plantes qu'on vend ensuite au restaurant ou aux particuliers sous forme de barquettes de plastique remplies de terreau. Et chacun découpe au fur et à mesure. Donc elles sont vivantes, on les découpe, on les consomme. Et puis ça peut les garder fraîches pendant un moment. Donc, voilà, c'est intéressant sur le terme nutritif. Et puis c'est très bon et très joli dans les assiettes. C'est compliqué à cultiver ce type de culture ? Honnêtement, c'est pas très compliqué. C'est un protocole qui demande d'avoir vraiment une attention quotidienne et qui permet ça nous oblige à être quotidiennement pour arroser, pour sortir de la chambre de germination. Voilà. C'est très sensible. Au jour près, on peut avoir une pousse qui est trop développée par rapport à une qui n'est pas assez développée. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut juste être attentionné, comme plein de choses. L'association s'appelle 1000 pouces. Oui. On a vu qu'il y en avait beaucoup. J'ai eu l'impression qu'il y en a un peu plus que nous. Oui, un peu plus. Ouais. Là, c'était les serres, les premières serres que vous avez installées du côté de Saint-Martin-d'Hères. À qui est destinée cette production ? Eh bien, la production, elle est destinée pour l'instant essentiellement aux restaurateurs et on va ouvrir complètement la vente aux particuliers sous forme de points de vente sur notre lieu de production. Voilà. Mais c'est les micro-pousses, essentiellement les restaurateurs qui nous les achètent pour l'instant. Donc les restaurateurs de la région, de l'agglomération grenobloise, Ouais. j'imagine, Ouais. en priorité. Ils en font quoi ? Ça rentre dans les recettes ? Ah, complètement. C'est des gens qui ont une volonté de mettre un peu plus de végétal dans leur cuisine. Et du coup, même sur un plat à base de viande, vont apporter quelques touches de micro-pousses pour remettre du végétal et donner un goût un peu particulier. Par exemple, je pense à la moutarde, qu'on va retrouver dans des plats en viande et des choses comme ça. Et bien là, en végétal, la moutarde va faire un rappel de goût, etc. Donc d'abord, généralement, les restaurateurs viennent nous voir pour mettre de la décoration et de la couleur dans leurs plats. Et ensuite, généralement, ils se prennent au jeu et ils jouent avec les saveurs. Bon, ça peut se manger comme ça Oui. aussi, cru. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté, Annelise. Oui, c'est délicieux. Ouais, j'aime bien la moutarde, Ouais. entre autres. Moi, j'ai eu l'occasion d'en goûter sur ce plateau il y a quelques mois, puisque j'avais reçu Isabelle Robles, la créatrice de l'association. J'ai pas pu en apporter parce qu'on a stoppé la production à cause de la fermeture des restaurants. Ah bah oui. Ça, on a repris que hier, donc j'ai pas pu en apporter. Sinon, j'aurais apporté que du terreau, quoi. Mais Oui, c'est vrai. Il faut quoi, 2-3 semaines, c'est ça, pour que Ouais. ce soit... l'été, un peu moins, mais voilà. En l'intersaison, là, en ce moment, c'est entre 1 et 3 semaines en fonction des variétés.
arrêté. Ouais. En tout cas, je confirme, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur notre site, mais ça paye pas de mine, c'est tout petit, on a l'impression que ça va avoir aucune saveur, et puis en fait, non, quand on croque dedans, c'est assez surprenant. Alors, le projet a été lancé il y a 2 ans, et vous êtes en pleine phase de développement avec un nouveau site qui est en train de voir le jour, pas très loin du stade Lesdiguières, du cours de la Libération. Oui, alors c'est un parc public qui nous a été alloué par la commune de Grenoble, qui nous soutient depuis le début. Et c'est en fait une moitié de parc qui est vraiment collé à l'hôtel Lesdiguières, qui est assez connu, donc c'est un bon point de repère. Et du coup, on a clôturé et on est en train de construire. On a construit une serre, on a construit un bâtiment en ossature bois, isolation paille. On a commencé à travailler la terre et voilà. Donc ça va être là qu'on va produire nos micro-pousses et les futurs légumes. C'est le début de ce qu'on peut appeler une ferme urbaine, ce site ? Ouais, c'est complètement une ferme urbaine. Ouais. À part qu'on n'a pas d'animaux, donc le terme de ferme est souvent connoté un peu à l'élevage aussi, mais voilà, c'est une ferme urbaine. Ouais. Alors vous êtes, on le voit sur ces images, en plein préparatif. Ce sera opérationnel à partir de quelle période ? Pleinement opérationnel au début de l'été. Petit à petit, ça va se mettre en place. On est en train de faire des semis, on va les planter. Voilà, les micro-pousses, on a recommencé les semis aussi. Donc petit à petit, ça va se mettre en place, mais très prochainement. Voilà. Mais ça commence à être long. Là. Nous, ça fait 6 mois qu'on est en chantier et on n'arrête pas. Et on a hâte que les plantations commencent à la limite, c'était peut-être la bonne période pour faire les travaux. Vos principaux clients, ils ne sont pas trop demandeurs en ce moment. Nous, on n'est vraiment pas trop gênés par les confinements. On s'en tire bien. Ouais. On espère qu'ils pourront effectivement Alors, réouvrir. Si ça pouvait réouvrir après Pâques, nous, ça serait parfait. Donc, si je peux faire passer un petit message. Ça réouvrira forcément après Pâques, mais quel Pâques, ça, on ne sait pas trop. Oui, c'est vrai, ça. Avant, c'est peu probable. L'objectif avec ce nouveau site, c'est quoi ? C'est d'étendre la production et d'étendre les clients aussi ? Alors l'objectif premier, c'est d'augmenter la production de micro-pousses parce qu'on était contraint par un petit espace qu'on avait au centre horticole. On avait vraiment peu de surface, donc on était un peu contraint. Donc on avait plus de demandes que d'offres. Et là, l'idée, c'est d'agrandir la production de micro-pousses, de pouvoir produire plus pour répondre à plus de demandes. Et voilà. Et en plus de complémentariser les micro-pousses avec une activité de maraîchage, on va dire plus traditionnelle sur petite surface, avec des méthodes qui vont être bien connues. Donc on aura à peu près 1000 m² de cultivables sur une parcelle de 3000. Donc on va faire ce qu'on appelle du bio intensif, du petit outillage, pas d'outils à énergie fossile. Voilà. Donc l'idée, c'est ensuite de complémentariser la gamme des micro-pousses par des légumes plus traditionnels qui pourront toucher un plus grand nombre de personnes, et aussi les restaurants. Enfin, voilà. Restaurants et on va dire le particulier pourra venir s'approvisionner. Voilà. C'est plus facile de vendre aux particuliers des légumes que tout le monde connaît que d'aller en fait démarcher pour une micro-pousse. On espère que les gens vont consommer des micro-pousses, même les particuliers, parce que c'est très bon et on espère faire découvrir ça au plus de gens possible. Mais les légumes sont très connus, quoi, donc les stars. Il y a un volet aussi social dans ce projet. Tout à fait. On voulait allier à l'environnemental le social pour avoir quelque chose de le plus complet possible. Et l'idée, c'est donc d'intégrer à notre équipe, en plus de nous deux avec Isabelle, qui sommes les 2 employés permanents, des gens qui vont être en contrat d'insertion. Donc c'est des gens qui sont, pour une raison X ou Y, retirés du circuit professionnel depuis longtemps. Et l'idée de ces contrats d'insertion, c'est de leur remettre le pied à l'étrier et de leur redonner un rythme professionnel. Et on pense que nous, l'agriculture, proche du centre-ville, c'est un très bon biais parce que c'est quand même quelque chose de satisfaisant de faire pousser des légumes. C'est un peu dur, effectivement. Les tâches agricoles, c'est quand même un métier qui n'est pas facile. Mais en même temps, ça permet de retrouver un rythme qui est très professionnel et de retrouver vraiment un lien social quotidien. Quoi. Voilà. On espère que ça va prendre avec nos employés qui vont bientôt arriver. Alors en attendant qu'on puisse aller acheter des légumes ou des micro-pousses sur le site, dans le cadre de la Biennale, il y aura une journée porte ouverte pour justement ceux qui ont envie de découvrir cet endroit. Voilà, donc on ouvre grand le portail à toutes les personnes qui veulent venir visiter le jardin. Ce sera le vendredi 2 avril. Le jardin n'est pas très grand, donc il n'y a pas besoin de prendre toute une journée pour venir nous voir. En 3000 m², on a fait le tour, mais on sera ravis de discuter et d'échanger avec les gens qui viennent et qui sont intéressés. Voilà, vendredi 2 avril. 1000 pousses, Anne-Lise, pourrait figurer dans les associations que chapeautent la Maison de la Nature et de l'Environnement ?
Ah, ça pourrait, oui. Faut qu'on cause avec Thibaut. Alors, voilà. On en Après, parle après. voilà, vous discuterez les termes du contrat Ouais. juste après l'émission. La MNEI, c'est comme ça qu'on l'appelle par ses initiales, fédère une quarantaine, c'est ça à peu près, d'associations autour de l'environnement, on va dire au sens très large. Tout à fait. Oui, c'est 39 associations aujourd'hui. Certainement 40 d'ailleurs voilà, très bientôt. Des associations qui œuvrent sur différents champs, donc de la protection de l'environnement, l'éducation à l'environnement, mais aussi les transitions des mobilités, la transition énergétique, les alternatives de consommation. Voilà, donc on travaille de concert avec 39 associations, soit qu'elles sont hébergées donc, à la Maison de la Nature et de l'Environnement, une dizaine d'entre elles sont hébergées donc dans un bâtiment qui est mis à disposition par la ville de Grenoble, et d'autres qui voilà, travaillent avec nous, mais qui ne sont pas dans les locaux voisins de TV Grenoble. Ah oui, vous êtes installé place Berakeim, à côté juste du rectorat et de TV Grenoble, puisqu'on est aussi dans le même secteur. C'est quoi le rôle de la MNEI par rapport à ces associations? Vous le dites, certaines sont hébergées, pas d'autres, mais qu'est-ce que vous leur apportez? En fait, on est à la fois une maison commune, donc, pour travailler ensemble, échanger, construire des projets interassociatifs. On est un lieu ressource, puisqu'il y a une médiathèque environnement, donc, qui est donc ouverte au public actuellement, du mardi au vendredi, avec donc vraiment un fonds dédié sur ces différentes thématiques, avec plus de 10 000 documents. Et puis vraiment un rôle ensuite d'animation de réseau, donc effectivement de pouvoir échanger des informations, pouvoir se faire le relais de certaines initiatives, valoriser l'action des associations. Voilà, donc il y a un peu tout ça qui fait partie voilà, des missions de la maison aujourd'hui. Vous me donniez tout à l'heure quelques thématiques, quelques champs d'action. On parlait de l'alimentation, c'est un domaine important. Ça concerne beaucoup de structures. En tout cas, oui, il y a plusieurs associations qui sont, ou même coopératives, parce qu'il n'y a pas que des structures associatives, qui sont effectivement, qui travaillent autour de cette thématique. Alors que ce soit effectivement du côté des AMAP, donc on a une association qui s'appelle Alliance PEC-Isère, qui travaille autour de ça, que ce soit d'autres associations implantées dans d'autres endroits à Grenoble, je pense à Braine-Crelinette, qui travaille plus sur les questions justement de jardins partagés, des questions d'agriculture urbaine. Puis je crains d'en oublier un petit peu, mais voilà, donc on a effectivement plusieurs liens avec plusieurs associations ou structures autour de la question de l'alimentation et de la transition de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà. Sur la préservation de l'environnement, ça, j'imagine qu'il y a aussi des actions importantes qui sont menées sur la région. Oui, c'est clairement un pilier de la Maison de la Nature et de l'Environnement et de nombreuses associations membres. Encore une fois, hein, je ne vais pas être exhaustive pour ne pas prendre toute la demi-heure, mais on pense à France Nature Environnement, on pense à la LPO évidemment, on pense effectivement à d'autres associations qui peuvent être liées avec la préservation d'espaces naturels sensibles, ou encore effectivement en général sur les sorties nature. On pense à Jeunes et Nature par exemple, qui organise des camps pour les jeunes. Et d'ailleurs, même en période de crise sanitaire, c'est toujours quelque chose qui permet d'avoir un bol d'air pour les familles, pour les enfants. Voilà, donc il suffit de regarder un petit peu sur le site internet de la Maison de la Nature et de l'Environnement pour voir la diversité des associations qui font partie de la maison. Alors, on n'a pas forcément obligé d'être membre de ces associations pour contribuer d'une façon ou d'une autre à la préservation de l'environnement. Il y a des actions qui sont menées, notamment une action qui s'appelle Sentinelle de la Nature, qui peut concerner tout le monde. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une action qui est menée par France Nature Environnement, donc a commencé effectivement en 2015, qui a vraiment pris de l'ampleur au niveau territorial, puisque maintenant c'est vraiment une action qui est relayée au niveau de France Nature Environnement national. Et donc ça consiste dans le fait que le grand public, les citoyens, citoyennes,
peuvent devenir sentinelles de l'environnement, c'est-à-dire repérer des atteintes à l'environnement sur leur territoire. Alors que ce soit le plus emblématique, c'est peut-être les décharges sauvages ou ce genre de choses, mais ça peut très bien être aussi des choses qui sont un peu moins tangibles, des contaminations, des pollutions, que ce soit la pollution lumineuse par exemple, ou que ce soit de la contamination avec des pesticides. Voilà, donc il s'agit tout un chacun, chacune, de contacter France Nature Environnement, de devenir sentinelle sur le territoire, de répertorier, de marcher sur son territoire et de répertorier ses atteintes à l'environnement, d'utiliser un outil cartographique donc, qui a été créé par ce programme, ce projet, de les référencer. Et ensuite, ce que fait l'association, c'est au cas par cas, dossier par dossier, regarder quelles sont les suites à donner à cette atteinte. Est-ce que ici on a un règlement à l'amiable? Est-ce qu'ici on a une action plus administrative? Est-ce que si on échoue dans ces deux voies-là, on va jusqu'au contentieux? Voilà. Donc c'est un projet qui est en cours et puis on appelle tout le monde, tous les volontaires désireux de contribuer à cet enjeu fondamental sur la région grenobloise, de se rapprocher de France Nature Environnement pour participer. Ouais, moi je suis allé voir sur le site justement ce qu'il y avait comme problème soulevé ici dans la région. Alors le dernier en date, c'était en novembre 2020, la pollution de la Fure, qui est une rivière du côté du Voironnais suite à des produits chimiques qui avaient été déversés en douche. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément de problèmes. Alors je me suis dit, est-ce que c'est bon signe? Ça veut dire qu'on est une région un peu préservée ou est-ce qu'on manque peut-être de sentinelles? C'est un peu ce que vous dites. Il faudrait que les gens prennent peut-être plus en main ce genre d'outils. On a besoin de sentinelles. On a besoin effectivement d'avoir des volontaires qui peuvent sillonner les rues, qui peuvent sillonner les bords de rivières, qui peuvent se joindre à l'aventure collective. Vous serez bien accueillis et bien formés pour contribuer à ce projet et au référencement effectivement des atteintes en général à l'environnement sur la région grenobloise. Voilà. Alors vous aurez peut-être l'occasion de les sensibiliser de vive voix dans le cadre de la Biennale, puisque notamment le samedi 3 avril, vous organisez plusieurs actions de terrain. Oui, tout à fait. Donc la maison avec certaines des associations membres, on organise trois animations sur cette journée, le samedi 3 avril. Donc pour les plus motivés, on peut s'embarquer pour une balade vélo le long des bords de l'Isère. Donc ça sera de 9h à 12h30 à peu près. De 9h à 12h30. Et au programme, donc une balade vélo avec des sensibilisations autour justement des enjeux liés à l'eau, à la rivière, à la préservation des milieux aquatiques. Une balade vélo botanique, qui aura lieu aussi le long des berges de l'Isère. Et puis finalement, dans un jeu un peu de regard croisé, on aura aussi l'intervention de l'Office du tourisme autour d'aspects plus historiques liés à l'Isère et d'un auteur qui s'appelle Antoine Choplin, qui nous parlera du livre qu'il a réalisé, s'appelant À contre-courant, puisqu'il a remonté l'Isère à pied jusqu'à sa naissance. Donc voilà, donc pour ce qui est des animations autour de l'eau, ce sera France Nature Environnement. Pour ce qui est de la botanique et de l'ornithologie, ce sera LPO et Gentiana. Et pour ce qui est de l'encadrement vélo essentiel, c'est ADTC, se déplacer autrement. Bon, et si on ne sait pas faire de vélo, on peut quand même participer à une des opérations de ce 3 avril? Oui, il y a 2 petits temps en plus de la balade vélo, donc sur une plus courte période. Donc vous pouvez toujours rejoindre FNE pour justement toute une animation autour de l'eau et la rivière et les enjeux de préservation des milieux aquatiques. Ce sera à 10h30 au Théâtre de Verdure. Donc le long de l'Isère, il y a les points GPS sur le site web de la MNEI, vous pourrez retrouver toute l'info. Et puis à 11h30 avec LPO et Gentiana pour une petite balade, donc juste découverte de la biodiversité, espèces donc faune-flore, caractéristiques des bords de l'Isère. Pour ceux qui ne repèrent pas, le Théâtre de Verdure, c'est dans le prolongement du parc Mistral, derrière le Stade des Arts. Voilà, tout à fait. Donc vous avez un espace à un moment de musculation. Ça, je pense que la plupart des gens le Oui, on le voit bien, même quand on passe en voiture. Il faut continuer un petit peu plus au nord du pont et vous trouvez un autre petit amphithéâtre. Voilà, donc on sera là. Très bien, c'est noté, la rivière et les milieux aquatiques qui sont très sensibles à la pollution, notamment le rejet de
matière plastique. Alors, toutes les initiatives qui permettent de limiter ces rejets sont bonnes à prendre. Elles se multiplient. En Isère, une jeune société a créé un produit réutilisable qui remplace les films plastiques jetables. Un emballage écologique fait à partir de cire d'abeille, confectionné à la main dans un atelier grenoblois. C'est Laurie Baillet qui vous présente cette initiative. Adieu plastique et films jetables, Cirophane est un emballage alimentaire naturel réutilisable des centaines de fois. Fabriqué en tissu 100% coton, certifié bio et en cire d'abeille pure, il est conçu à la main ici au cœur de Grenoble. Il s'utilise comme couvercle pour un bol, un plat ou pour emballer un sandwich. Voilà une alternative écologique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits zéro déchet qui nous étaient très utiles, mais qui n'étaient pas toujours aussi performants qu'on aurait pu le souhaiter, et surtout qui étaient souvent importés, ce qui avait quand même peu de sens pour des produits zéro déchet qui sont là pour minimiser un petit peu notre empreinte écologique. Et donc on s'est dit que c'était le moment de proposer une alternative qui soit 100% faite en France et 100% naturelle. La cire d'abeille a des vertus antibactériennes. Elle permet d'imperméabiliser le tissu et procure également ce côté légèrement collant qui lui permet d'adhérer au récipient. Bien utiliser son Cirophane, c'est alors le froisser un petit peu les premières fois, le laver avant la première utilisation, et puis se chauffer les mains et une bonne pression sur les côtés du récipient ou sur le sandwich ou le fruit qu'on emballe. C'est du tissu qui est imbibé de cire d'abeille, donc il ne faut pas le mettre face à des températures trop élevées. On va le laver simplement à la main avec de l'eau froide et puis du savon de Marseille ou du produit vaisselle naturel. Cirophane concilie écologie et social. L'entreprise emploie une dizaine de personnes, dont la moitié au sein d'un centre d'insertion sociale et professionnelle pour personnes en situation de handicap. Voilà, le prochain défi pour Cirophane, c'est peut-être d'inventer un emballage qui se mange comme ça, avec son sandwich. Il n'y aura plus aucun risque de laisser traîner l'emballage dans la nature. Dernier focus de cette émission sur une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Biennale des villes en transition avec Quentin, jeune diplômé d'une école d'ingénieurs de Grenoble, Quentin, et vous allez organiser dans quelques jours la COP2, c'est son nom. COP2 étudiante, oui, exactement. COP2 étudiante. C'est une association, du coup, on est une soixantaine d'étudiants et de jeunes diplômés, accompagnés d'un comité scientifique avec une quinzaine d'enseignants-chercheurs. Et donc, on a pour vocation d'accompagner les établissements dans leur transition socio-écologique, dans tout l'enseignement supérieur français et de la recherche. Donc voilà, c'est un événement national, mais du coup, le local de l'association est basé à Grenoble. Est-ce qu'il y a un lien avec la grande COP, celle qui réunit tous les États de la planète chaque année? Vous leur avez simplement piqué le nom ou vous faites partie de la mouvance? Alors tout à fait, ça s'inspire du modèle des conférences internationales sur le climat. En fait, pour ça, on propose un cadre. Donc en fait, l'idée c'est de faire discuter les différentes parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc c'est-à-dire les étudiants, les enseignants-chercheurs et le personnel administratif et technique des établissements ensemble pour trouver des solutions sur 8 thématiques du coup qu'on a définies et qui sont en accord avec le référentiel développement durable et responsabilité sociétale de la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université. Et donc, du coup, toutes ces mesures, en fait, donc, ça va de la formation aux enjeux socio-écologiques à l'impact du campus, l'impact carbone. Ça peut être l'impact aussi sur la biodiversité, parce qu'on n'en parle pas assez aussi. Et puis, une dernière chose aussi, c'est tout ce qui est la recherche. Qu'est-ce que l'innovation responsable? Qu'est-ce que la recherche responsable? Donc, on a questionné tous ces gens-là par groupe de travail. Et puis ensuite, tous ces groupes de travail vont, du coup, rendre des synthèses des solutions qui sont trouvées. Et toutes ces synthèses, on va les inscrire dans un livre blanc qu'on va rendre du coup public les 10 et 11 avril 2021, accompagné d'un accord de Grenoble. Donc il y a l'accord de Paris sur le climat, nous c'est l'accord de Grenoble. Ça n'a pas toujours été respecté. Voilà, alors voilà. Donc là l'idée justement c'est de changer d'échelle. Hein. Nous les acteurs ne sont pas des États, mais vraiment des établissements d'enseignement supérieur. Et donc dans cet accord de Grenoble, en fait, on va retrouver une série de 11 propositions qui découlent en fait de ces idées qui sont remontées par les groupes de travail. Et donc tout ça dans l'objectif en fait d'atteindre d'accélérer la transition écologique des établissements d'enseignement supérieur. Vous ferez une veille sur ces accords de Grenoble dans les mois ou dans les années à venir pour voir si ceux qui les ont signés respectent la charte? Exactement. Alors pour le suivi en fait, donc là c'est encore en discussion dans l'association. Mais l'idée, c'est d'avoir une auto-évaluation en fait, des groupes de travail dans les établissements d'enseignement supérieur
Et nous, en fait, derrière, on va juste distribuer les sondages et les reprendre pour vérifier que du coup, tout se passe bien, tout a bien été mis en place. Et donc, comme dans le groupe de travail, il y a à la fois des étudiants, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique, en théorie, on obtiendra des résultats qui sont assez réalistes. Voilà. J'espère que vous obtiendrez un peu plus que ceux qui se réunissent parfois pour les grandes COP internationales, qui font de beaux discours, puis derrière, ça a un peu de mal à avancer. Est-ce que les jeunes générations, les étudiants notamment, sont beaucoup plus sensibles à la cause environnementale que d'autres segments de la population ? Alors, je dirais que sûrement oui, mais ce n'est pas forcément une situation normale. Je pense que tout le monde doit se sentir impliqué dans cette transition. Mais effectivement, chez les jeunes, en tout cas, il y a des sondages qui indiquent, par exemple le sondage du réseau étudiant français pour le développement durable, qui indique que 69% des étudiants souhaitent être mieux formés aux enjeux environnementaux et seulement 76% des formations, 76% des formations ne proposent aucun cours abordant les enjeux de climat, de biodiversité et de ressources. Donc là, on voit bien qu'il y a un réel manque. D'ailleurs, c'est à l'étude, il y a un groupe de travail ministériel présidé par Jean Jouzel, qui a été initié en février 2020. Suite à ça, pour justement trouver des recommandations à faire aux établissements pour les engager dans la transition. Et normalement, ces recommandations devraient sortir dans peu de temps et on espère elles consolideront notre accord et donc du coup, comme ça, on pourra, espérons, avoir une transition qui soit efficace et rapide. Alors, un des signes qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'on voit depuis quelques mois, depuis quelques années, plus souvent les étudiants dans la rue pour défendre justement le climat, l'environnement, qu'éventuellement des moyens dans les facs ou d'autres sujets de combat qui ont pu animer les campus dans les décennies passées. Et notamment à Grenoble, dès qu'il y a des marches étudiantes pour le climat, dans la capitale des Alpes, elles font le plein. Oui. D'ailleurs, en ce moment, c'est bien un sujet d'actualité et je pense que c'est très important, effectivement, de s'engager, d'aller dans la rue pour faire des marches sur le climat. Après aussi, donc il y a cette étape de demande, et il y a aussi cette étape de est-ce qu'on va passer au-delà, c'est-à-dire trouver des solutions. Et donc nous, justement, là où on se focalise pas mal avec l'association, c'est justement sur ces solutions. Les solutions. Voilà, donc justement, là, l'idée, c'est de faire réfléchir les gens ensemble. On l'a bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, qui a apporté quand même 149 du coup propositions pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. On a eu 150 citoyens tirés au sort et on en ressort avec des super propositions. Et ces citoyens ont été simplement formés et informés des enjeux qui les attendent dans le futur. Et nous, c'est ce qu'on estime aussi être très important à la COP étudiante, c'est que le principal levier d'action pour la transition, c'est l'éducation, c'est la formation. Et c'est super important. Et en plus de ça, en intelligence collective. C'est-à-dire que là aussi, tout comme dans la Convention citoyenne pour le climat, on met en commun les savoir-faire des uns et des autres. Et comme ça, on arrive à construire des mesures solides. Donc l'étape finale, ce sera le 10 et 11 avril à Grenoble. Mais avant ça, la semaine d'avant, vous allez quand même vous impliquer dans la Biennale des villes en transition. Exactement. À la Biennale, du coup, nous devrions intervenir lors de l'ouverture sur un plateau télé avec Bruno Latour, il me semble. Et donc ça, c'est le 1er avril. Et aussi une table ronde avec plusieurs associations, un collectif d'associations de jeunes grenoblois qui s'appelle Together for Earth Grenoble, du coup, avec lesquels on va effectivement intervenir sur une table ronde sur les enjeux de transition chez les jeunes. Voilà. Et vous serez également, vous, autour d'une table ronde avec une autre structure qui s'appelle Up for Europe. Tout à fait, avec Up for Europe. Donc Up for Europe, c'est un tour avec 9 jeunes, un tour d'Europe en fait, pour aller justement consulter la parole des jeunes sur l'écologie, la société, l'Europe de demain. Et l'idée, c'est d'aller porter leur voix à travers l'Europe. Et on va arriver à la fin à Bruxelles. Et là, l'idée, c'est d'aller justement rencontrer des acteurs, au Parlement, à la Commission, pour justement des acteurs en fait, qui s'engagent dans un monde plus juste et plus durable. Eh bien, merci Quentin. Ces jeunes, on les retrouvera également sur l'antenne de Télé Grenoble pendant la Biennale, avec notamment le jeudi 1er avril à 20h15, le projet Émergence, qui donne la parole aux jeunes grenoblois pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Ils en ont beaucoup. On diffusera le film et puis une table ronde sur ce sujet. On parlera également de la nature en ville. Ça devrait faire plaisir à Anne-Lise, avec là aussi des intervenants qui viendront discuter, présenter les initiatives qui ont lieu ici sur l'agglomération grenobloise. La montagne en transition sera la thématique de la soirée qu'on vous proposera le samedi 3 avril à 21h avec plusieurs films de montagne. Et avant, à 18h30, on aura un débat entre des scientifiques
et des professionnels de la montagne sur le réchauffement climatique. Et puis on terminera sur l'antenne de Télé Grenoble cette biennale avec le film Graines d'espoir qui sera présenté par son réalisateur Pierre Bécu. Pendant 2 ans, il a laissé la caméra à des jeunes de milieux et de pays différents, dont des jeunes grenoblois, pour qu'ils racontent leur approche de la transition. Une diversité de points de vue évidemment, mais ils se retrouvent quand même un peu tous sur des valeurs qu'on pourrait dire universelles. C'est un projet qui a été soutenu par notamment José Garcia, l'écologiste Pierre Rabhi ou le musicien Mathieu Chédid. Voilà pour ce petit topo. Vous retrouvez tous les programmes de la Biennale sur le site de la ville et puis également les replays de ces émissions sur le site de telegrenable.net. Bonne continuation à tous les 3 dans vos projets. Et nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.